Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Nous sommes maintenant peut-être dans le mois le plus difficile côté ornithologie avec ce vrai dernier mois de l'hiver, le mois de février. La plupart des espèces présentes n'ont pas vraiment changé depuis le mois de décembre et l'impossibilité de se déplacer entre les régions commence à nous peser. Heureusement, c'est la dernière fois pour un moment que mon introduction va être plus déprimante parce que, on le sait bien, dès la fin du mois prochain, nous connaissant au premier signe de vent soufflant du sud, on va tous être postés, le regard tourné vers le sud parce que personne n'attend le printemps avec autant d'impatience que les ornithologues amateurs sans aucun doute. Heureusement, l'hiver 2020-2021 s'est révélé être particulièrement faste pour certaines de nos espèces hivernales préférées, à commencer par les hiboux et les chouettes dans le sud du Québec. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux de nombreux posts, plusieurs enthousiastes devant la beauté de ces oiseaux et d'autres qui déploraient malheureusement certains comportements qu'on peut voir dans l'observation ou la photographie de ces oiseaux-là. J'ai donc décidé de demander à Audrey Ménard, qui est biologiste et qui travaille pour l'UCROP, de nous parler des raisons qui font de l'hiver la meilleure saison pour observer les rapaces nocturnes du Québec et des meilleurs comportements à adopter quand on s'adonne à cette activité. On va ensuite vous faire voyager un peu au sens figuré et on va aller rendre visite à un oiseau qu'on ne reverra pas ici avant le mois de mai, l'hirondelle noire, sur ses terres d'hivernage, en parlant avec Kristen Lalla, étudiante à la maîtrise à l'Université McGill, qui travaille sur un programme de suivi de cette espèce maintenant de plus en plus rare au Québec. On va discuter avec elle des défis que rencontre l'hirondelle noire et d'une belle surprise qu'elle a eue récemment. Alors, je rejoins maintenant Audrey Ménard, qui est biologiste éducatrice pour l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, qu'on abrévie souvent par UCROP à Saint-Hyacinthe. Bonjour, Madame Ménard. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de faire cette entrevue pour nous aujourd'hui. Ma première question, avant de plonger dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça serait de savoir exactement qu'est-ce que c'est l'UCROP, c'est quoi son rôle. Évidemment, on pourrait passer l'entrevue au complet à parler du travail que vous faites. Là, moi, je connais bien l'endroit, je suis déjà allé à quelques reprises, puis vous faites un travail colossal, mais donc peut-être nous faire un petit résumé du travail que vous faites à l'UCROP. Oui, en fait, à l'UCROP, en gros, vous l'avez dit tantôt, Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Donc, notre mission numéro 1, c'est la réhabilitation, donc de soigner et de remettre en liberté les oiseaux de proie du Québec. On est le seul réseau, finalement, au Québec qui va faire ce genre de travail-là. Puis, notre deuxième mission, c'est vraiment l'éducation au public au niveau des oiseaux de proie, bien entendu. Là. C'est nos deux vocations principales à l'organisme. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'organismes au Québec qui sont accrédités pour la réhabilitation, disons, des oiseaux en général, donc des oiseaux qui sont blessés ou qui ont des problèmes, mais vous êtes vraiment les seuls qui prenaient en charge les oiseaux de proie. Est-ce que je me trompe? Exactement. Puis on a aussi un vétérinaire qui est spécialisé là, dans les soins aux oiseaux de proie, fait qu'on a vraiment une équipe pour ce type d'oiseaux-là là, spécifiquement. D'ailleurs, on a une entente avec le ministère, les agents de la faune, qui vont nous acheminer là, les oiseaux de proie qui sont déclarés au gouvernement. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler plus spécifiquement d'une famille d'oiseaux de proie, les strigidés, qui sont les oiseaux de proie nocturnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le nombre d'espèces qu'on a au Québec, globalement, un peu, c'est quoi, nous brosser un portrait de la situation de cette famille-là au Québec? Oui, en fait, quand on parle de strigidés, on parle des oiseaux nocturnes, donc communément appelés les chouettes et les hiboux. Donc, dans ce regroupement-là, on a 10 espèces au Québec. Puis, en fait, ces espèces-là, chouettes et hiboux, là, on les retrouve autant en hiver qu'en été selon les espèces. Donc, c'est vraiment un oiseau qui est intéressant à observer dans les saisons froides, puisque, évidemment, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont quitter à l'hiver. Oui, justement, une des raisons pour lesquelles je faisais cette entrevue-là aujourd'hui ou que j'avais pensé à ce sujet-là, travaillant sur la balado-diffusion, c'est que je voyais beaucoup passer des photos de hiboux, de chouettes sur Facebook. En hiver, évidemment, bon, il y a le harfang des neiges qui descend, puis il y a beaucoup de gens qui aiment le prendre en photo. Et puis donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi l'hiver est particulièrement propice à l'observation de ces oiseaux-là? En fait, il y a plusieurs espèces de strigidés qui sont résidents. Donc, quand on dit un oiseau résident, c'est un oiseau qui va pas migrer vers le sud. Donc, évidemment, quand la plupart des oiseaux migrent, ces oiseaux-là vont rester. Donc, ça permet de les observer à l'année longue. Il y a aussi le fait, comme vous avez dit, là,
que le harsan des neiges ou certaines espèces comme la chouette lapone ou la chouette épervière vont à l'occasion descendre dans nos latitudes en hiver, alors que normalement, c'est des espèces plus nordiques, donc vont se tenir plus dans les habitats plus au nord du Québec. Donc, c'est des oiseaux qu'on observe seulement l'hiver et l'été, évidemment, ils sont dans leur habitat au nord du Québec. Oui, donc il faudrait faire, disons, un long trajet pour aller les observer, donc soit aller très, très profond en forêt boréale ou jusqu'à la toundra dans le cas du harfang des neiges. Oui, exactement. Puis aussi, j'ai l'impression, en tout cas, lorsque les feuilles sont dégagées également, il y a certaines espèces qui sont très difficiles à trouver lorsqu'il y a des feuilles dans les arbres, parce que surtout dans nos régions du sud, il y a plus de feuillus. Et donc, le fait justement qu'il y a plusieurs arbres qui sont dégarnis fait en sorte qu'ils sont quand même un petit peu plus faciles à trouver. Oui, effectivement. Je pense entre autres à la chouette rayée, qui est un oiseau qui typiquement se retrouve là, dans les érablières. Quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres, on peut l'observer beaucoup plus facilement, effectivement, l'hiver. Alors, une des raisons aussi pour laquelle je voulais peut-être qu'on se parle aujourd'hui, c'est que lorsqu'on regarde sur des groupes Facebook consacrés à l'ornithologie au Québec, mais je sais que c'est comme ça un petit peu partout, on se rend compte que parfois, les gens peut-être ne savent pas nécessairement quels sont les bons comportements à adopter pour l'observation des hiboux et des chouettes. Puis, je me demandais déjà, pour commencer, qu'est-ce qui fait que ces oiseaux-là, disons, on ne peut pas les observer ou on ne devrait pas les observer comme on observe n'importe quelle autre espèce d'oiseau? Oui, en fait, c'est un bon point. C'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs années à l'UQROP, l'engouement pour ces oiseaux-là, qui sont effectivement souvent assez rares et très peu observés. En fait, ces oiseaux-là, ce qui est important de savoir, c'est que il y a beaucoup de dérangements quand on s'approche d'eux. Donc, c'est des oiseaux qui vont être évidemment très sauvages et qui aiment être dans leur bulle, là, finalement, là, qui sont pas nécessairement habitués à la présence humaine. Puis quand on s'approche et qu'on dérange ces oiseaux-là, premièrement, ça peut avoir un effet, donc ça peut épuiser l'oiseau qui va se déplacer constamment. Mais il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs espèces qui vont nicher très tôt au printemps. Quand on pense, par exemple, au grand-duc d'Amérique qui commence déjà à nicher, finalement, là, au mois de février. Donc, si on dérange ces oiseaux-là, on peut vraiment là, nuire à la nidification carrément de ces espèces-là. Oui, c'est assez facile à imaginer, par exemple, un grand-duc en ce moment qui nicherait, qui a des œufs au nid. Si on fait enfuir la femelle ou qu'il y a trop de gens qui s'en approchent, les œufs pourraient geler. Là. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, il fait quand même assez froid, puis c'est possible que des oiseaux soient déjà en train de nicher. Oui, exactement. Puis, en fait, ce qui est particulier, justement, c'est qu'ils vont commencer à nicher en période hivernale, donc il fait plus froid. C'est sûr qu'une fois, si l'oiseau se lève une fois, c'est une chose, mais s'il se lève tous les 15 minutes parce qu'un photographe ou un ornithologue s'approche trop près, effectivement, là, ça peut carrément nuire à la survie des jeunes. Et puis, donc, qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, quelle serait une façon éthique de faire l'observation de ces oiseaux-là? Parce que, bon, en tout cas, moi, personnellement, je crois beaucoup que, en tout cas, c'est des oiseaux vraiment qui ont le potentiel d'éveiller les passions d'ornithologues amateurs. C'est évidemment des oiseaux qui sont extrêmement charismatiques. Puis j'ai vu quand même souvent chez des gens à qui je parlais d'ornithologie au Québec, qui étaient complètement là, surpris de savoir que c'était possible de voir des hiboux. Puis qui imaginaient, moi-même, quand j'ai commencé l'ornithologie, j'imaginais pas que c'était possible dans la vie de tous les jours de voir des hiboux. Ça me semblait farfelu. Je me disais, ça doit pas se passer. Puis finalement, en fait, c'est tout à fait possible d'en observer. D'un point de vue personnel, j'encourage les gens à s'intéresser à ces oiseaux-là puis à les voir, mais évidemment en respectant les meilleures pratiques pour pas les déranger. Donc, qu'est-ce que vous diriez sont les meilleures pratiques pour éviter de déranger les hiboux et les chouettes? Oui, en fait, il y a plusieurs points à cette question-là, c'est-à-dire que oui, on peut les observer, puis effectivement, on encourage nous aussi l'observation de ces oiseaux-là parce qu'ils sont fascinants, puis veut pas, quand on en voit, on a encore plus envie de protéger ces milieux naturels-là pour les voir. Ce que je dirais, la première chose, c'est de s'équiper, c'est-à-dire que si on a un télescope, si on a des jumelles, si on fait de la photographie, là, je parle d'un zoom un petit peu plus gros, ça permet d'être plus loin de l'oiseau et donc d'avoir beaucoup moins d'impact sur l'oiseau par notre présence. Donc, on invite à observer l'oiseau
à une distance raisonnable. Puis plus on a un équipement, disons, performant, plus ça nous permet le loisir là, d'observer l'oiseau à une distance raisonnable. Ce que je dirais comme conseil d'observation, c'est quand on est un bon ornithologue, on n'est pas seulement un trouveur d'oiseaux, disons, on l'a trouvé, mais on peut aussi être capable de lire l'oiseau, c'est-à-dire de voir les comportements de l'oiseau. Si l'oiseau a l'air stressé, s'il a les yeux très grands ouverts, s'il a l'air de vouloir s'envoler, s'il bouge la tête sans arrêt, c'est un indice qu'on est trop près. Alors, tu sais, il y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre magique là, de distance précise, mais on est capable, par déduction, de savoir que l'oiseau n'est pas confortable avec notre présence. Et à ce moment-là, on quitte ou on se recule jusqu'à ce que l'oiseau reprenne un comportement normal. Quelque chose d'important, excusez-moi de vous interrompre, mais parce que justement, il y a certaines espèces de chouettes et de hiboux, en tout cas moi d'expérience, qui sont quand même assez tolérants à la présence humaine. Je pense par exemple à la petite nyctale des fois là, qui manifeste à peu près pas de signes qu'elle sente qu'on est là ou pas loin, en tout cas qui est un oiseau assez, disons, qui n'est pas très peureux, alors que d'autres hiboux comme le moyen-duc vont être extrêmement sensibles, puis extrêmement nerveux, puis vont s'envoler facilement si on s'en approche. Donc c'est important finalement d'être très à l'affût du comportement de l'oiseau. De la même façon, certains oiseaux, j'ai l'impression, certains hiboux chouettes sont assez habitués, c'est-à-dire des résidents dans des parcs urbains vont être un petit peu plus tolérants à la présence humaine qu'en forêt lorsqu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de voir beaucoup de monde. Oui, effectivement, il y a cet aspect-là aussi. C'est sûr que pour les petits ducs ou les petites nyctales qui sont des petites espèces, leur technique de survie, c'est entre autres de pas bouger puis d'avoir l'air finalement de l'écorce des arbres. Fait que c'est sûr que faut aussi user notre gros bon sens. Là. Ces espèces-là vont pas typiquement effectivement montrer des signes qui sont effrayés finalement, mais on va pas aller jusqu'à aller à très très proche de l'oiseau pour cette raison-là. Là. Ça reste quand même d'utiliser là, son gros bon sens pour ça. Mais effectivement, vous avez raison, les espèces urbaines vont généralement être plus habitués à la présence humaine. Là. Puis sinon, en ce qui concerne les bonnes pratiques, nous, on a malheureusement observé à plusieurs reprises là, des comportements d'appâtage, c'est-à-dire des gens qui vont apporter de la nourriture vivante pour prendre la belle photo d'oiseau ou pour observer l'oiseau en action. C'est souvent le cas avec les harfang des neiges. J'imagine que vous avez déjà entendu parler là, du phénomène. Absolument. D'ailleurs, en fait, justement, vous en parlez, en tout cas, évidemment, je fais pas ça, mais pour des gens, j'ai déjà vu l'argument passer sur Facebook. Des gens, par exemple, qui disent on nourrit les oiseaux aux mangeoires, alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal, par exemple, à appâter un harfang des neiges ou une chouette épervière? Hein? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Oui, c'est un point de vue, je comprends l'idée. En fait, ce qui est vraiment différent avec les oiseaux de proie, c'est que c'est pas la façon dont ils vont se nourrir, c'est pas une ressource qui est aussi disponible dans la nature que des graines, par exemple, pour les oiseaux. Ce qui fait que l'oiseau, quand il va associer la nourriture avec l'humain, donc il va associer, par exemple, la souris avec un humain beaucoup plus facilement qu'un bruant va associer l'humain avec la mangeoire et les graines. Donc, ce sera pas tout à fait la même relation. Puis en fait, on a observé beaucoup chez les oiseaux de proie, entre autres les harfang des neiges, des habituations à l'humain. C'est-à-dire que le harfang devient habitué à la présence, par exemple, d'une voiture qui va se stationner, puis il va carrément venir se percher à côté de la voiture quand il va la voir arriver, en s'attendant à avoir une souris ou peu importe, à être nourri. Donc, ça s'apprend très rapidement et en fait, c'est du conditionnement positif. Donc, l'oiseau va apprendre finalement qu'il se fait nourrir quand il s'approche. Et malheureusement, c'est très néfaste pour ces oiseaux-là parce qu'ensuite, ils vont s'approcher des voitures puis ils peuvent se faire frapper. Là. D'ailleurs, chez les oiseaux nocturnes, les collisions avec les voitures, c'est la cause principale là, d'admission à l'UCROC. Donc, c'est malheureusement très néfaste pour eux là, de s'habituer ou de s'approcher de l'humain comme ça. Et donc, c'est relié en partie, en tout cas, à ces comportements-là d'appâtage qui sont absolument à proscrire. Là. Exactement. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est exactement pour cette raison-là qu'il y a des collisions avec les voitures. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres raisons, comme par exemple qu'il y a des rongeurs naturellement qui se retrouvent près des routes. Mais on pense que c'est effectivement quelque chose à proscrire là,
en tout temps. C'est pas une pratique qu'on approuve pour, entre autres, ces raisons-là, mais aussi parce que, le milieu naturel est fragile et si on se met à relâcher plein de petits rongeurs dans la nature, ça peut aussi avoir des impacts autres que sur les oiseaux de proie. Donc, on est absolument contre cette méthode-là. Et puis aussi, évidemment, j'imagine il y a toutes sortes de comportements à adopter en lien avec les milieux naturels. Là. Donc, quand on est en forêt, par exemple, de quitter les sentiers, d'essayer de s'approcher. Il y a toute la question du piétinement, des milieux naturels aussi auxquels il faut faire extrêmement attention. Oui, effectivement. Même en hiver, on peut avoir un impact quand on sort des sentiers. On peut créer aussi des nouveaux sentiers qui peuvent causer des problèmes de prédation. Par exemple, si on pense qu'il y a un nid de grand-duc, puis on crée un sentier pour aller à ce nid-là, après ça, un prédateur peut trouver peut-être plus facilement le nid. Donc, ça peut vraiment causer des problèmes. Puis, évidemment, le côté milieu naturel, mais aussi respect des propriétés privées, des forêts naturelles. Là, on essaye de rester dans les sentiers le plus possible. Puis, si on est chanceux de voir une chouette ou un hibou près du sentier, on en profite. Puis j'aurais envie peut-être, pour terminer, surtout si vous savez que c'est des oiseaux qui sont, disons, très populaires, entre guillemets. Là. Il y a des endroits particulièrement proches des endroits très habités qui sont extrêmement populaires, où il y a certaines espèces dont on connaît la présence. Peut-être, en tout cas, essayer de vous demander qu'est-ce que c'est une fréquence ou, disons, un temps d'observation raisonnable pour ces oiseaux-là. Donc, si vous passez 6 heures à côté de l'oiseau à tous les jours, peut-être que c'est un petit peu trop. Donc, de se dire, si on est beaucoup à aller voir toujours le même oiseau, qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est quoi la quantité ou, disons, la fréquence à laquelle je trouve que c'est raisonnable d'aller voir l'oiseau qui me satisfait en essayant de déranger le moins possible? C'est sûr, effectivement, là, que si l'oiseau est connu et souvent, on l'observe là tout l'hiver, là, des photos qui vont être publiées d'un tel oiseau, puis évidemment, les jours suivants, la photo de différentes personnes là, va apparaître du même oiseau. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ces raretés-là. C'est sûr que on dit toujours là, d'user de son gros bon sens. Si on voit qu'il y a un regroupement de 15-20 personnes autour de l'oiseau, puis que les gens s'approchent, les gens respectent pas. On vous encourage à ne pas encourager justement ces pratiques-là, à ne pas rester près de l'oiseau. Si maintenant vous voyez l'oiseau, vous êtes seul ou vous êtes un petit groupe, puis vous l'observez 5-10 minutes, puis ensuite vous quittez, puis que l'oiseau n'a pas l'air d'avoir nécessairement, c'est-à-dire il s'est pas enfui ou il n'a pas réagi à votre présence, c'est tant mieux. Mais on veut éviter le plus possible là, que l'oiseau quitte le site où est-ce qu'il est à chaque fois qu'un observateur va approcher parce qu'il est effrayé ou il veut s'enfuir. Finalement, là, c'est vraiment ce qui est le plus dommageable, c'est de s'approcher trop près et de causer la fuite de l'oiseau. Bien sûr. Puis donc, vous, à l'UQROP, vous recevez donc ces oiseaux-là quand ils sont blessés ou qui sont l'air malades. Qu'est-ce que c'est le genre de conséquences, par exemple, dont vous êtes témoin dans le cadre de votre travail sur ces oiseaux-là? Vous avez déjà parlé, par exemple, de ceux qui se faisaient frapper par des voitures, que ça pourrait, en tout cas, dans certaines situations, être lié à l'appâtage. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez comme conséquences pour ces oiseaux-là? C'est très dur de faire une cause à effet là, en lien avec ça. Tout simplement parce que souvent, on reçoit l'oiseau, puis dans beaucoup de cas, on connaît pas, en fait, la raison pour laquelle il est blessé. On les retrouve blessés. Mais c'est sûr que les collisions avec les voitures, c'est un de nos plus gros problèmes à l'UQROP. Puis on doute là que la proximité des voitures, la proximité de l'humain peut avoir des effets. L'autre chose aussi, du fait d'habituer les oiseaux à l'humain, c'est qu'après ça, quelqu'un qui a peur des oiseaux de proie, si les oiseaux de proie s'approchent de l'humain, ça peut avoir des conséquences aussi là sur à quel point là, les gens ont peur des oiseaux de proie. C'est que ça aussi, là, c'est à considérer. Mais en tant que tel, c'est très difficile de voir directement un cause à effet en lien avec le phénomène des oiseaux qui sont très observés là, dans le sud du Québec pendant l'hiver. Audrey Ménard, merci beaucoup pour cette entrevue. On espère vraiment que les gens qui ont écouté, en tout cas, vont avoir envie d'observer ces oiseaux-là parce que c'est des oiseaux extraordinaires, mais de le faire aussi de la façon la plus éthique possible. Merci encore. Merci. Alors, je rejoins maintenant à l'île Perrot au téléphone Kristen Lalla, qui est chercheur en ornithologie, étudiante à la maîtrise à l'Université McGill, qui va nous parler un peu de sa recherche. Bonjour Kristen, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter sur le podcast. Ça fait plaisir.
Alors, j'aimerais qu'on vous parle d'abord de votre recherche. Donc, Mhm. parlez-nous un peu de ce que vous faites. Donc, vous étudiez spécifiquement l'hirondelle noire. Donc, dites-nous un peu qu'est-ce que vous faites comme travail auprès de cet oiseau-là et pourquoi vous avez commencé à étudier l'hirondelle noire. Mais j'ai décidé d'étudier les hirondelles noires parce que c'est une espèce en déclin au Québec et on ne connaît pas la cause principale de ce déclin. Il y a des facteurs qu'on connaît qui contribuent au déclin, mais parmi ces facteurs, comme les pesticides, on ne sait pas lequel est le plus important. Donc, je voulais étudier les hirondelles noires pour essayer de mieux comprendre ce déclin pour pouvoir conserver l'espèce. Pour mon travail, j'étudie l'alimentation et la sélection de l'habitat chez les hirondelles noires. Puis, donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres? Vous parlez du déclin de l'espèce. On parle de quoi à peu près, là? Qu'est-ce que c'est la situation actuelle de l'hirondelle noire au Québec? Oui, au Québec, l'hirondelle noire a subi un déclin de plus de 90 depuis 1970. Donc, c'est une grande déclin. Ah oui. Mhm. Et puis, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail, là? Donc, vous parlez de l'alimentation. Sur le terrain, ça ressemble à quoi, le genre de choses que vous allez faire? Oui, j'ai mis des GPS, des très petits GPS d'environ 1 gramme sur des adultes d'hirondelles noires. Et avec ces données GPS, je peux calculer la taille des aires d'alimentation et on peut examiner la sélection d'habitats aussi. Alors, l'hirondelle noire, c'est un animal, enfin un oiseau qui est colonial. Mhm. Et puis, sur quelle colonie spécifiquement est-ce que vous travaillez en ce moment? Je travaille à l'île Saint-Bernard. Il y a quand même une grande colonie à cet endroit, mais je travaille aussi à Lac-Champlain, à Pointe-Claire et à Lac-Saint-Pierre. OK. Puis, il y a combien d'oiseaux, par exemple, à l'île Saint-Bernard? Combien de couples qui nichent là? Cette année, il y avait environ 10 couples qui nichaient là et ils ont actuellement installé plus de nichoirs. Donc, peut-être l'année prochaine, il va y avoir encore plus d'hirondelles noires. Alors, qu'est-ce qui fait que l'île Saint-Bernard ou peut-être le lac Champlain, Pointe-Claire, etc., qu'est-ce que ça prend pour attirer l'hirondelle noire? Qu'est-ce que c'est les conditions dans lesquelles un couple d'hirondelles noires ou enfin une colonie va s'installer? Mais premièrement, il faut avoir un nichoir. Mais les hirondelles noires aiment des grands cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent, le fleuve Châteauguay et le lac Champlain. Et ils aiment des espaces ouverts, donc pas des forêts. Donc des champs, des marais, ce sont des bons endroits aussi. Ah oui, d'accord. Et puis en nature, ça ressemble à quoi? Parce que là, on parle de nichoirs, donc c'est des assez grands nichoirs, comme il faut accueillir la colonie au complet. C'est pas simplement une petite cabane avec un trou, là. C'est des grands nichoirs qu'il faut installer. Dans la nature, où est-ce qu'elles vont se retrouver? Parce que j'imagine quand même qu'il doit y avoir des populations qui n'utilisent pas les nichoirs installés par l'humain. Ils utilisent des trous dans les arbres que des pics creuses. Mais il n'y en a pas beaucoup d'arbres qui restent parce que nous, comme des humains, on n'aime pas ces arbres-là qui sont déjà morts. Donc, presque 100% de la population utilise des nichoirs artificiels. Et puis, bon, j'imagine, évidemment, toute cette recherche-là, ça se fait vraiment à long terme. On n'aura pas les réponses là, demain matin pour savoir qu'est-ce qui exactement est le problème avec l'hirondelle noire au Québec. Mais j'imagine quand même que depuis le temps, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous travaillez sur l'oiseau, depuis le temps, vous commencez probablement à avoir des indices. Qu'est-ce que ça donne en ce moment-là? Qu'est-ce que vous commencez à voir avec la recherche que vous menez? Je pense que les marais sont importants pour les hirondelles noires parce que ils fournissent des insectes que les hirondelles noires aiment, comme les libellules. On détruit beaucoup de marais et milieux humides, donc c'est ça que je trouve vraiment important pour les hirondelles noires. Puis, oui, c'est drôle, vous parler de libellule quand même. L'hirondelle noire, c'est notre plus grosse hirondelle au Québec, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc, j'imagine aussi, oui, ça prend des insectes peut-être un petit peu plus gros que la moyenne des hirondelles. Je ne sais pas. Oui, ils mangent beaucoup des insectes différents. On peut voir des parents d'hirondelles noires nourrir leurs jeunes avec des libellules. Ah oui, d'accord. Et puis là, en fait, on vous appelle, puis on vous parle parce que là, on est au milieu de l'hiver. Évidemment, l'hirondelle noire, elle est déjà partie, elle n'est pas ici. Et parce qu'il est arrivé un événement un peu spécial, je ne sais pas si pour vous c'était normal ou si vous y attendiez,
Mais il y a une de vos hirondelles, ou enfin une des hirondelles qui a été baguée à l'île Saint-Bernard, qui a été retrouvée. Parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé. Oui, c'était vraiment excitant pour moi aussi. Donc, j'ai bagué une hirondelle noire l'année passée et j'ai mis un GPS dessus aussi. L'hirondelle noire a été au Brésil et elle a retourné avec le GPS et j'ai réussi à le recapturer. Et on a des données au Brésil, qui est le premier au Québec pour une hirondelle noire. Ah oui, et puis, donc c'est-à-dire qu'elle a été recapturée et elle avait fait tout le trajet avec son GPS et elle est revenue avec son GPS. Oui. Ah oui, mon Dieu, est-ce que vous saviez, aviez-vous une idée que c'était au Brésil, je pense que vous dites dans le nord du Brésil, si je ne me trompe pas, que les hirondelles noires de l'île Saint-Bernard hivernaient, ou est-ce que vous ne saviez pas vraiment où est-ce qu'elles allaient exactement? Et on savait que les hirondelles noires passaient l'hiver en Amazonie et un peu plus sud aussi, mais et on sait un peu que les hirondelles noires se mélangent un peu en Amérique du Sud, mais au Québec, c'est le premier vraiment à prouver qu'ils allaient en Amérique du Sud aussi. Ah oui, donc c'est comme la première fois qu'on a vraiment un trajet clair puis qu'on sait exactement où est-ce qu'elle s'en va pour aller en hiver, pour aller hiverner. Mm-hmm. Il y a des autres chercheurs en Pennsylvanie, en Floride, en Manitoba qui ont fait ce genre de recherche, mais au Québec, c'est le premier. Ah oui, donc effectivement, je peux comprendre que vous étiez assez excité de trouver l'hirondelle. Et puis, pour ce qui est de la conservation de l'oiseau, qu'est-ce que ça va changer, par exemple, si on sait où est-ce qu'elle va passer l'hiver? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui peuvent être prises? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nous, là, maintenant qu'on a cette information-là? Mais pour moi, ça signifie que les marais, les petites îles qu'ils utilisent au Brésil sont des lieux importants pour des dortoirs parce qu'ils sont des lieux endroits sécuritaires, moins de prédation. Donc, au Brésil, c'est important de les conserver, mais aussi qu'un plan de conservation pour les hirondelles noires doit être un plan international parce que c'est une espèce qui est un migrateur à longue distance. Oui, évidemment, on revient toujours à cette question-là qu'il faut préserver vraiment les habitats partout le long du trajet de ces oiseaux-là. Écoutez, Christine Lalla, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment intéressant. Puis félicitations. Je ne sais pas si les félicitations sont de mise lorsque notre oiseau comme ça est retrouvé puis qu'on a une première québécoise en termes de traçage de l'oiseau. Mais en tout cas, c'est du très bon travail. Bravo. Merci beaucoup. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On vous rappelle, pour ceux qui participent au défi 8 km autour de chez soi, qu'il est grand temps de sortir à la recherche de certains oiseaux qui vous manquent peut-être dans vos listes et qui devraient nous quitter sous peu, les oiseaux hivernaux, les plectrophanes, les bruyants hudsoniens, les bus battus. Et le signe du printemps le plus sûr, c'est l'arrivée prochaine du numéro de printemps du magazine Québec Oiseau. Ce n'est pas d'hier que les migrations font l'objet de suivi dans la région de Rimouski, que ce soit au belvédère Raoul-Roy pour les oiseaux de proie ou au quai de Pointe-au-Père pour les oiseaux marins. Il y a 5 ans, la création de l'Observatoire des oiseaux de Rimouski a permis d'y ajouter un programme de bagages tout en développant divers volets à la fois scientifiques, éducatifs et de sensibilisation du public. La prochaine édition du magazine Québec Oiseau met particulièrement en vedette les activités de cet observatoire, tout en présentant dans un deuxième article les meilleurs sites d'observation de la région de Rimouski. En complément, un reportage se penche sur la détection par radar météo des vagues migratoires nocturnes. Parmi les autres sujets, mentionnons un portrait du carouge à épaulettes, l'évaluation de divers modèles d'abreuvoirs pour attirer les colibris au jardin, l'essai de 2 modèles de jumelles Kite Optics, la présentation du livre Nos oiseaux d'Éric Dupont, qu'on a d'ailleurs reçu il y a quelques épisodes à la balado-diffusion, un récit de l'écrivaine Francine Touga illustré par le peintre animalier Ghislain Caron, ainsi que les actualités, les observations saisonnières et le traditionnel défi d'identification que vous retrouvez dans chaque numéro. L'édition printanière sera distribuée aux abonnés au cours de la 3e semaine du mois de février et sortira en kiosque au début de mars. Pour ceux qui souhaitaient s'abonner ou seraient abonnés devaient le faire avant le 10 février 2021. Ça risque d'être trop tard au moment où vous écoutez cette balado-diffusion.
Rappelons que l'abonnement à l'édition papier donne accès automatiquement à la version numérique et aux archives du magazine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'hiver, bonne lecture du magazine Québécoiseau et à la prochaine.